allons reprendre avec la session de cet après-midi. Pour commencer, nous accueillons Roland Cross, qui est ingénieur agronome et directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, et qui, de plus, est président de l'Association française pour l'étude des sols, dont une des missions est justement de mieux faire connaître les sols, à la fois aux élèves, mais aussi à la population en général. Nous allons donc l'écouter pour la conférence à suivre. Bonjour tout le monde. Je continue un peu en parlant de la FES, donc qui est la seule association en France qui se préoccupe uniquement des sols. Et c'est dans le cadre de cette association qu'a été élaborée la brochure qu'on vous a distribuée cet après-midi et qui est destinée à faire mieux connaître les sols au grand public. Vous verrez à l'arrière, il y a la référence du site web de l'association. Et sur ce site, vous pouvez trouver des compléments en ce qui concerne les sols qui peuvent vous aider à préparer vos cours. Alors, quand j'ai été contacté pour cette conférence, on m'a demandé de parler de la gestion durable des sols à l'échelle mondiale. Vaste programme, aurait dit De Gaulle. Et quand on m'a demandé de faire ça, j'ai dit oui, parce que ça me semblait être bien de vous en parler, mais j'avais absolument aucune idée de ce que j'allais bien pouvoir vous raconter. Alors, ma démarche a été de me plonger dans le programme officiel de l'éducation nationale de la classe de seconde, en regardant ce qu'on vous demandait d'enseigner, et ensuite d'aller regarder la manière dont c'était présenté dans les livres, les différents livres que vous avez pour préparer vos cours en classe de seconde. J'avoue que j'ai été un peu déçu par ce que j'ai trouvé dans les livres, parce que je trouve que ça vous donne des informations très parcellaires, mais sans idée générale. J'ai essayé de mettre dans ce que je vais vous présenter maintenant, ce qui me semble être des idées que vous pouvez faire passer au niveau des élèves sur une durée comprise entre 1h30 et 3 heures de cours. Alors, la manière dont je vais vous présenter ça est faite pour que tout le monde puisse comprendre. Alors, je m'excuse d'avance pour ceux qui connaissent déjà bien les sols, je risque de dire plein de choses que vous connaissez déjà. Si vous avez l'impression que vraiment je dis des banalités, dites-le moi, j'irai plus vite ou j'approfondirai. Et puis dans le sens contraire, si par contre je dis des choses que vous ne comprenez pas, eh bien n'hésitez surtout pas à m'interrompre en me disant « Ah non, non, ça on ne comprend pas » ou bien alors « Est-ce que vous pourriez nous préciser tel ou tel point ?» Si ça pouvait être interactif et qu'à la sortie vous ayez des billes pour préparer vos cours, l'exercice serait réussi. Évidemment, cette présentation est disponible pour vous en présentation PowerPoint. Vous pourrez utiliser tout ce que vous voulez dedans. Vous verrez que j'ai mis l'origine des photos à chaque fois, donc ça n'a aucun souci pour que vous les utilisiez. Voilà, après cette petite présentation, allons-y. Donc, comment j'ai structuré mon exposé? En 3 parties. La première partie qui est plutôt une introduction générale, et où vous retrouverez beaucoup de choses qu'il y a dans le résumé que j'ai envoyé un peu à l'arrache début janvier, sous la pression amicale de Juliette. Mais après avoir écrit ce résumé, je me suis aperçu que ça ne répondait pas du tout au cahier des charges du programme officiel de l'éducation nationale. Donc j'ai complètement modifié ce que je vais vous raconter aujourd'hui par rapport à ce qu'il y a dans le résumé. Et c'est ce qui sera développé dans les deuxième et troisième parties. La deuxième partie, où je vous parlerai un peu de pédogénèse, mais surtout pédogénèse vue par les conséquences que ça a sur la manière dont les sols peuvent être utilisés pour la production alimentaire mondiale. Et dans la troisième partie, je vous parlerai d'un certain nombre de règles de gestion des sols, de façon à ce que dans le futur, ils produisent au moins autant que ce qu'ils produisent aujourd'hui. Donc, le défi alimentaire, pour commencer, eh bien, il faut que je réussisse à regarder l'écran en même temps que je vous regarde, ce qui n'est pas évident. D'ici à 2050, la donnée de base, c'est que l'évolution de la population est un phénomène qui a une très forte inertie. Donc les démographes nous disent qu'en 2050, on sera 9 milliards à peu près, au minimum 8 milliards, au maximum 10 milliards. Mais il n'y a aucune chance pour qu'on soit en dehors de cette fourchette. Ensuite, après, ce qui se passera après 2050, là on est moins sûr, parce que vous savez qu'il y a ce qu'on appelle la transition démographique, où quand le niveau de vie augmente, le nombre d'enfants diminue par femme, et on peut penser que dans le monde, la population va se stabiliser dans un avenir
plus ou moins lointain. Et vous voyez que la partie un peu horizontale de la courbe après 2050 est on peut dire une vision d'artiste, mais personne ne peut prédire ce qui se passera exactement à ce moment-là. Mais disons qu'en 2050, on sera à peu près 9 milliards. Donc par rapport aux 6,5 milliards que nous sommes actuellement, ça fait une augmentation de l'ordre de 30% des besoins s'il n'y avait pas d'évolution du niveau de vie. Or, il y a eu une évolution du niveau de vie, en particulier dans des pays très peuplés, comme l'Inde et la Chine. Et en même temps que le niveau de vie augmente, les gens mangent de plus en plus de viande. Et quand on produit de la viande, on utilise des calories de céréales pour produire des calories animales. Et il faut, vous voyez sur la courbe qui est en bas, vous voyez, m'excusez, elle n'est pas très lisible, mais il faut entre 2 et 5 calories végétales pour produire une calorie animale. On estime que cette augmentation de la consommation de viande au niveau mondial va augmenter de l'ordre de 20% les besoins de production alimentaire totale. Je n'ai pas mentionné sur ce transparent, mais il ne faut pas oublier non plus que depuis longtemps, on a 1 milliard de personnes sur Terre qui ne mangent pas à leur faim. On avait dit que ça serait fini en 2000 ou 2010, et on a toujours 1 milliard de personnes qui ne mangent pas à leur faim. Et de manière assez ironique, ce milliard de personnes sont essentiellement des agriculteurs, ce qui pose quand même un problème majeur au niveau de l'agriculture mondiale. Alors, en 2050, en gros, il faudra produire au moins 70% de plus de substances alimentaires et les fibres pour s'habiller. Il faut rajouter à cela, et c'est mentionné dans le programme que vous aurez enseigné, qu'on va avoir de plus en plus la concurrence des agrocarburants sur les mêmes surfaces. Vous avez vu que le litre de 95 vient de passer au-dessus de la barre de 1,50 €. Très certainement, ce n'est que le début. À mesure que le prix du pétrole va flamber, on va avoir de plus en plus tendance à fabriquer des carburants à partir des plantes, et d'autant plus que ça coûtera beaucoup moins cher que le pétrole. Donc on va avoir une compétition économique considérable entre la production de biens alimentaires et la production d'énergie. Je ne développerai pas cette partie, étant donné que je ne suis pas du tout compétent et que je peux vous dire des choses dans le temps qui m'est imparti où je suis plus compétent et qui vous intéresseront autant. Alors bref, à partir de tout ça, comment est-ce qu'on peut faire? Alors, si vous regardez ce que les gens qui réfléchissent à la question ont pu écrire depuis une dizaine d'années, la situation en 2050, ça va être un monde avec des énormes contrastes régionaux. Les plus gros problèmes vont provenir de l'Asie et des pays semi-arides, du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Dans ces pays-là, quoi qu'ils fassent, l'augmentation de la population va les contraindre à importer des produits alimentaires. Quoi qu'il se passe, ils ne seront pas capables, même en intensifiant autant qu'ils peuvent l'agriculture, de produire l'alimentation nécessaire à leur population. Il faudra donc qu'ils importent des quantités monstrueuses de produits alimentaires. Alors ils vont les importer d'où? De pays qui vont pouvoir développer leur agriculture. Donc, quels sont ces pays? Eh bien, ces pays... Oui, vous la voyez, ok. Donc les pays où l'agriculture pourra se développer, ça va être principalement le Brésil et un certain nombre de pays d'Amérique du Sud, la cuvette du Congo et ces pays-là, et également des pays, des zones en Russie et dans le Nord, en particulier si les changements climatiques produisent une augmentation de la température qui dégèle un certain nombre de sols. Mais vous voyez bien que sur cette carte, les pays que je viens de vous mentionner figurent en rouge. Et les pays qui figurent en rouge sont les pays dans lesquels ce qu'ils appellent la performance du sol est faible. Donc on va être obligé de développer l'agriculture dans des pays où les sols, dans leur nature même, ont des capacités qui sont plutôt moins bonnes que les nôtres. Et c'est de ces capacités-là que je vais vous parler aujourd'hui.
Alors, ce que je viens de vous dire au niveau des problèmes alimentaires, ce n'est pas une rêverie de 2050, ça existe dès maintenant. Vous voyez que les pays que je vous ai mentionnés, la Chine, l'Inde, ces pays de la zone sèche, mais ce sont des pays qui actuellement sont en train d'acheter ou de louer des terres dans tous les pays qui veulent bien leur en vendre ou leur en louer. Et si vous regardez le pays qui achète ou loue le plus, eh bien vous trouverez l'Arabie Saoudite avec pratiquement 2 millions d'hectares de terres qui sont louées ailleurs. Alors, ce développement des transactions foncières internationales, on peut le voir de deux faces. Il y a la face positive. On peut apporter une technologie, des engrais, des manières de faire qui augmentent la production dans un certain nombre de pays qui, pour le moment, ont du mal à décoller. Et puis on peut le voir aussi d'une autre manière, en disant c'est une approche coloniale du développement, avec des gens qui vont venir pour utiliser les sols en vue d'une production à court terme. Et il y a fort à parier que dans le futur, on aura les deux types de développement. Certains pays vont mettre en valeur de manière durable et développer de manière intéressante pour les pays où ils s'implantent leur agriculture, et d'autres par contre vont avoir une gestion de type colonial la plus dure, où ils dégraderont les terres pour un retour le plus rapide possible. Mais là où je voulais en venir, c'est que ces problèmes de tension sur l'alimentation du monde, c'est demain. C'est pas dans 40 ans. On y a été confronté en 2007-2008. Je ne sais pas si vous vous souvenez des émeutes de la faim. Un collègue vient de me dire que les prix agricoles n'ont jamais été aussi hauts que ce qu'on a en ce moment. Donc c'est quelque chose, il va falloir faire quelque chose, il va falloir s'en occuper. Alors, tout ça va reposer sur les sols. On a parlé un peu ce matin des agricultures hors sol. Effectivement, on sait produire des salades, on sait produire des tomates en hydroponie, et ça pousse très bien, mais on ne réussira jamais à nourrir l'humanité avec ça. Donc il n'y a rien à faire. Demain, il faudra toujours nourrir la plus grande partie de l'humanité avec les sols qu'on a autour de nous. Ça va passer par une augmentation de la productivité des sols. Et si on augmente la productivité des sols, il faudra évidemment préserver les sols. Alors, jusqu'à maintenant, je vous ai parlé uniquement des fonctions de production agricole, et aujourd'hui, tout mon exposé va tourner autour des fonctions de production, parce que c'était la commande des organisateurs et parce que c'est votre programme. Mais il ne faut quand même pas oublier que le sol a un certain nombre de fonctions écosystémiques, c'est-à-dire fonctions qui rendent aux écosystèmes, comme la régulation du cycle de l'eau. Le ruissellement est régulé par le fait que l'eau rentre dans le sol. Le sol régule un certain nombre de gaz à effet de serre. On pense évidemment au CO2, mais il y a aussi tous les oxydes à base d'azote, qui sont des gaz à effet de serre très puissants. Dans le sol, on a parlé un peu ce matin des milliards de micro-organismes qui existent, dont pratiquement la totalité nous sont encore reconnus aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier qu'on a tiré la pénicilline, la streptomycine des bactéries du sol, et que demain, on espère bien encore trouver des génomes intéressants pour l'humanité. Donc, je vous parlerai aujourd'hui uniquement des fonctions agricoles des sols, mais quand on dit préserver les sols, ce n'est pas uniquement préserver les fonctions agricoles, il y a aussi préserver les autres fonctions des sols. Alors maintenant, dans les deux parties qui restent, je vais vous parler de deux choses. Première chose, pourquoi on ne peut pas gérer tous les sols de la planète de la même manière. Et ça va nous amener à parler de la manière dont les sols se forment, donc de la pédogenèse. Ensuite, dans la dernière partie, je vous parlerai d'un certain nombre de points que je considère les points clés, sur lesquels il ne faut vraiment pas faire l'impasse quand on parle de gestion durable des sols. Et en prenant un plan assez classique, en vous parlant d'abord de propriétés physiques, avec plutôt que d'essayer de vous donner un panorama complet qui est absolument impossible en 45 minutes, de vous donner quelques coups de projecteur que vous pourrez recycler ensuite dans vos enseignements. Alors, origine et conséquences de la diversité des sols. Alors, là, je repars vraiment à la base. Vous allez peut-être me dire, ça on le connaît par cœur, mais bon, tant pis, j'y vais quand même. Donc le sol, qu'est-ce que c'est que le sol? Le sol commence là où la roche commence à s'altérer et s'arrête à la surface.
Et qu'est-ce qui caractérise le sol? Je suis entièrement d'accord avec Marc-André Sellos. Ce qui caractérise le sol, c'est la présence de la vie. Et la vie apparaît dès le contact avec la roche. Si la roche s'altère, c'est principalement parce qu'il y a des bactéries qui sont au contact avec ces biofilms dont tu nous as parlé ce matin et qui accélèrent les vitesses d'altération des roches. Donc, qui dit sol, dit vie. S'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de sol. Quand on regarde un sol qui a eu le temps de se former, eh bien, on voit qu'il est constitué de différentes couches que les pédologues appellent des horizons et qui sont plus ou moins parallèles à la surface du sol, encore que le parallélisme, vous voyez que dans un certain nombre de sols, il n'est pas tout à fait respecté. Vous voyez clairement qu'un sol, ce n'est pas une roche. J'insiste lourdement, mais parfois le message ne passe pas de manière très simple. Alors comment est-ce qu'un sol se forme? Je vous ai mis ici une photo d'un sol tout jeune. Vous voyez que dans un petit creux d'une roche, une touffe de graminées a commencé à se développer. Et bien, rien que le fait que cette touffe de graminées se développe, ça multiplie la vitesse d'altération de la roche par un facteur que je ne suis pas capable d'évaluer, par le fait que l'humidité va durer au contact de la roche, va être beaucoup plus longue que s'il pleuvait seulement dessus et que l'eau glissait. Donc, il va y avoir un contact plus long entre les solutions et la roche, première chose. Et deuxième chose, du fait de la présence de racines, il va y avoir excrétion de protons, on l'a vu ce matin, et il va y avoir excrétion de toutes sortes de molécules organiques qui attaquent la roche et commencent à donner naissance à ce sol du premier stade. Et ensuite, le sol s'approfondit pour arriver à un sol qui, chez nous, est de l'ordre de 1 mètre à 2 mètres de profondeur. Donc, les sols se forment à partir des roches. Ça, c'est un message très fort. Donc, le sol n'arrive pas par des poussières atmosphériques. En général, il se forme à partir des roches. Même si à Paris, vous êtes le parfait contre-exemple, puisque la plupart des sols de la région parisienne sont formés à partir de l'Eus, qui ont été apportés récemment par des vents. Mais à l'échelle mondiale, les sols sont formés à partir de roches. La vitesse de formation est de l'ordre de 1 mm pour les roches de type granit, les roches dures. Elle peut monter de l'ordre du centimètre par siècle. Donc les sols se forment très lentement. Et si vous comparez ces vitesses de formation avec les vitesses d'érosion, une érosion dans un champ, ça va être compris entre 1 mm et 1 cm par an. Donc on ne joue pas du tout dans la même cour. Donc un sol soumis à l'érosion va se dégrader beaucoup plus rapidement que ce qui peut se former. Alors maintenant je vais vous parler de deux choses, l'effet du climat et l'effet du temps, sur les conséquences que ça a pour le type de mise en valeur des sols. Donc c'est très orienté à agriculture et gestion durable, ainsi que ça m'avait été demandé. Donc si vous regardez les phénomènes à l'échelle mondiale, vous avez un très grand contraste entre les pays à climat froid et les pays à climat tropical. Si vous avez un pays à climat froid, évidemment c'est glacé une grande partie de l'année. Du fait qu'il fait froid, les micro-organismes ne se développent que pendant quelques mois par an. Alors, comme conséquence, qu'est-ce que ça a? C'est que les matières organiques qui tombent à la surface du sol ne se dégradent pas, parce qu'elles sont dégradées par les micro-organismes. Du coup, elles s'accumulent. On a donc naissance à des sols qui sont très riches en matière organique, et même assez souvent ce sont des tourbes. Et du fait qu'il fait froid et que c'est gelé, les roches vont se désagréger, mais vont peu s'altérer. Et du coup, il y a peu de formation d'argile. Vous savez comment se forment les argiles, au fait? Parce qu'il faut quand même... Les argiles se forment à partir des solutions qui résultent de l'altération des roches. Et quand les roches s'altèrent, il y a libération de silice, d'aluminium, de fer, de calcium, de magnésium. Et quand la concentration arrive à certains niveaux, ces différents éléments précipitent sous forme d'argile. Si la solution est trop diluée, à ce moment-là, les argiles ne peuvent pas se former, il va rester seulement les produits d'altération,
Et ça va être dans les climats tropicaux, les oxydes et hydroxydes de fer et d'aluminium. Ce sont les mines de bauxite que vous trouvez partout dans le monde. Ça, c'est quand les solutions sont extrêmement diluées. Donc, sous le climat froid, il n'y a pas formation d'argile, et donc vous avez des sols qui sont sableux et qui sont très riches en matière organique. À l'opposé, vous passez dans les climats tropicaux. Là, vous avez des régions où toute l'année il fait chaud, et dans certains cas humide, pas toujours, mais assez souvent. Donc, l'altération des roches est active. La matière organique se minéralise très rapidement. Et ça va vous donner des sols qui ont tendance à être beaucoup plus riches en matière organique, par exemple beaucoup plus riches en argile, et dès que vous les mettez en valeur, le taux de matière organique s'effondre du fait de cette activité des micro-organismes. Il y a présence d'oxyde et hydroxyde de fer, ce qui donne la couleur rouge des sols tropicaux que vous connaissez bien. Évidemment, ce que je vous dis là, c'est très caricatural, parce qu'il y a une grande diversité des sols des régions arctiques, comme vous avez une grande diversité des sols tropicaux, mais j'essaye de simplifier ce que je vous dis peut-être à l'extrême, de façon à avoir un message qui soit intelligible sans que ça prenne trop de temps. Alors, une autre chose importante, c'est que le type d'argile qui se forme n'est pas le même selon le climat. Je vous ai dit tout à l'heure que la précipitation des argiles dépendait de la concentration. Eh bien, quand les solutions sont très diluées, on va avoir précipitation d'une argile qui s'appelle la kaolinite, celle qu'on utilise pour faire les assiettes en France. Dans les climats tempérés, on va plutôt avoir un autre type d'argile qu'on appelle des spectites, qui est un type d'argile complètement différent. Donc, vous voyez qu'il y a un aspect quantitatif, plus d'argile dans les climats chauds que dans les climats froids, et puis il y a un aspect qualitatif, la nature même des argiles est très différente. Est-ce que ça va? Oui? Vous en voulez? Oui? Des questions jusqu'à ce point-là ou non? N'hésitez pas à m'interrompre parce que je ne voudrais pas vous laisser en cours de route, et puis si vous avez des choses qui vous passent par la tête, n'hésitez pas. Alors, là on a vu l'aspect climat, maintenant aspect durée de la formation. Alors il faut bien avoir en fond de pensée que sous nos climats, nous avons eu plusieurs glaciations dans un passé très récent, parce que la dernière glaciation s'est terminée il y a 10 000 ans. Donc chez nous, les sols les plus âgés ont 10 000 ans. Par contre, si vous allez dans les régions tropicales, vous avez des vieux boucliers qui n'ont jamais été recouverts de glaciers et qui n'ont jamais été recouverts non plus d'océans depuis des dizaines ou des centaines de millions d'années. Donc il y a beaucoup de sols tropicaux dont l'âge se compte en millions d'années. Donc on est dans des gammes complètement différentes de durée d'évolution. Alors comme conséquence, chez nous on a des sols qui sont peu profonds. Alors si vous mettez un arbre sur un sol peu profond, il y a un certain nombre de racines qui vont descendre jusqu'au contact de la roche, qui vont être capables d'altérer un peu la roche, remonter des éléments minéraux en surface, ça va retomber par les feuilles au niveau du sol, et donc on va avoir un enrichissement du sol par l'action de la végétation. Par contre, si vous allez dans les zones tropicales, là vous avez des sols dont la profondeur, typiquement, ça va être 10 mètres, mais je connais des sols qui font 100 mètres de profondeur. Alors là, ce mécanisme-là ne marche plus. Les racines ne sont pas capables de remonter les éléments minéraux, tout est parti. Alors en fait, pourquoi c'est parti? Parce que la pluie, c'est pas de l'eau distillée. La pluie, en traversant l'atmosphère, se charge un peu en CO2. Et du fait que l'eau de pluie est chargée un peu en CO2, ça l'acidifie légèrement. Une eau de pluie, si vous mesurez son pH, le pH va être de l'ordre de 6, 5 et des poussières, indépendamment de pluie acide ou n'importe quoi. Donc vous avez une certaine acidité qui, d'une part, altère les roches, c'est ce dont je vous ai parlé auparavant, mais aussi participe à l'entraînement des éléments minéraux qui se trouvent dans le sol. Alors si vous regardez ça sur une durée de 10 000 ans, ça n'intervient pas trop. Si vous regardez ça sur une durée de 50 millions d'années, alors là, ça explique que les sols tropicaux soient des sols qui sont devenus acides, sont des sols dans lesquels il y a très peu d'éléments minéraux de manière naturelle.
Et le fait que les sols soient pauvres en éléments minéraux, ça vous fait des carences. Vous avez donc des sols qui sont très généralement carencés. Et puis ça vous fait des sols, quand le pH descend beaucoup, vous avez apparition de toxicité. Quand le pH descend en dessous de 5, il y a un certain nombre d'éléments minéraux qui sont très toxiques pour les racines, comme l'aluminium, qui se retrouvent en solution. Et à ce moment-là, les plantes ont beaucoup de mal à se développer. Donc vous avez lié à l'évolution même du sol des carences et des toxicités dans les sols tropicaux. Alors là, je reviens à un truc que vous connaissez mieux. Là, vous êtes en paysage connu, c'est le complexe argilo-humique. Je vous ai présenté une vue d'artiste, on peut dire, d'un complexe argilo-humique. Ici, vous avez une argile avec sa structure en 3 feuillets, la surpris une spectite, qui est généralement liée à une matière organique. Et aussi bien les argiles que les matières organiques présentent à leur surface des charges négatives qui permettent d'absorber les éléments qui sont chargés positivement. Alors, qu'est-ce qui est chargé positivement? L'ammonium qu'on a vu ce matin, le potassium, qui sont 2 éléments fondamentaux pour l'alimentation des plantes, et puis un certain nombre de choses, du fer, du calcium, du magnésium, du sodium, etc. Maintenant, dans la vraie vie, voilà comment ça se présente. C'est beaucoup moins lisible, c'est des choses qui sont mélangées, matière organique et matière minérale. Alors, cette capacité à retenir les éléments minéraux chargés positivement, c'est ce qu'on appelle la capacité d'échange cationique. En français, on écrit CEC. Et là, je vous ai donné des ordres de grandeur de 3 produits. La kaolinite, donc l'argile majoritaire dans les pays tropicaux, donc 1 à 15 centimoles de charge par kilo. Les spectites, 70 à 120. La matière organique, 200. Vous voyez donc que, par leur nature même, les argiles des pays tempérés retiennent environ, disons, 8 fois plus de cations que les argiles des pays tropicaux. Les éléments minéraux sont également inclus dans la matière organique, dans les chaînes carbonées. Donc le fait même que les micro-organismes minéralisent la matière organique, donc cassent les chaînes carbonées, libère les éléments minéraux qui vont être récupérés en cours de culture par les plantes cultivées ou non. Alors, tout ça pour arriver à la conclusion que par leur pédogenèse, les sols des régions tempérées retiennent beaucoup mieux les éléments minéraux que ceux des régions tropicales. Et on va parler tout à l'heure des conséquences que ça a au niveau de la gestion durable de ces sols. Et donc leur fertilité chimique, on a la chance, nous, de vivre dans des pays où les sols ont une fertilité chimique bien meilleure que celle de tous les pays tropicaux. Alors maintenant, voyons la gestion des sols cultivés, maintenant indépendamment plus ou moins de leur genèse. De toute façon, je parle un peu sous contrôle, parce qu'ici, il y a Michel-Claude Girard, qui a été mon professeur à l'agro, il y a maintenant, allez, c'était hier, disons, et après, je vais me faire savonner les oreilles si je vous dis trop de bêtises. Alors la première chose pour gérer les sols, c'est que les sols existent encore demain. Et que les sols existent encore demain, c'est pas gagné. Chez nous et dans tous les pays développés, on a un gros problème qui est celui de l'artificialisation des sols, qui est lié au fait que le prix d'une terre agricole et le prix d'une terre à bâtir n'a strictement rien à voir. Dans le petit village où j'habite, si un agriculteur a la chance de voir sa terre déclarée constructible, le prix de l'hectare est multiplié par un facteur compris entre 300 et 1000. Donc il n'y a pas un seul agriculteur qui peut résister à un tel appel. Ce qui fait que le gros danger, c'est que les sols soient déclarés constructibles. Alors qu'est-ce qui se passe chez nous? C'est que les espaces qu'on appelle artificialisés, c'est-à-dire les sols qui sont retirés à la production agricole, augmentent d'une manière très rapide. Vous voyez, en 6 ans, plus 0,3%. Et sur quoi ça a été pris? Ça a été pris principalement sur les sols agricoles. Et ça a l'air de rien, mais ça correspond quand même à la perte d'un département tous les 7 ans, de la surface agricole d'un département. Je veux dire, ce n'est pas la surface totale du département, mais c'est la surface cultivée dans un département qui est perdue tous les 7 ans, actuellement en France. Alors,
à cela se rajoute que si on prend n'importe lesquels des sols qui sont perdus par artificialisation, la plupart de ces sols sont les sols qui sont situés autour des agglomérations, bien sûr. C'est là où on construit les infrastructures, c'est là où on construit les lotissements dont nous sommes tous si friands. Et si vous regardez historiquement, la France était un pays agricole jusqu'il y a très peu de temps. Et si les villes se sont développées où elles se sont développées, c'est bien sûr que c'était des voies, intersections de voies de communication, mais c'était aussi parce qu'autour, il y avait un paysage agricole fertile. Et du coup, maintenant, on s'aperçoit que les sols qu'on utilise le plus pour l'artificialisation sont les sols qui sont les plus riches en France. Et autour de Paris, vous avez deux exemples splendides. C'est Orly et Roissy, qui ont été construits sur les meilleurs sols de France. Et Saclay, oui. Oui, Saclay aussi, pareil, quoi. Pour construire, il faut dire que c'est parfait. Ce sont des zones parfaitement plates, c'est des sols qui sont bien drainés, il n'y a pas de cailloux, donc au niveau construction, c'est idéal. Mais en même temps, on retire autant dans le potentiel agricole de la France de demain. Alors d'où la question, est-ce qu'on pourra continuer éternellement à avoir la même législation sur les sols où le propriétaire du sol en fait ce qu'il veut? Il faudra certainement que cette législation évolue dans le temps, de façon à maintenir des sols agricoles pour nourrir l'humanité demain. Quand je vous dis ça, je suis bien conscient de tous les enjeux financiers qu'il y a derrière et que ça ne se fera pas en un jour. Alors, deuxième chose à laquelle il faut être très attentif quand on parle de la perte des sols, c'est ce qui se passe dans les zones irriguées. Alors la donnée de base, c'est qu'en 2000, 40% de ce que vous mangez provient de zones irriguées. Donc 40%, c'est quand même pas rien. On pense que demain, l'augmentation de la production, donc l'intensification de l'agriculture, passera en partie par l'irrigation. Je dis, cette augmentation va être limitée du fait que les réserves d'eau disponibles pour l'irrigation ont tendance à diminuer très rapidement au cours du temps. Donc, on ne pourra pas faire autant d'irrigation qu'on pourrait le souhaiter. Mais c'est sûr qu'en 2050, on fera encore énormément d'irrigation. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on irrigue un sol en région sèche? Eh bien, si vous avez une nappe phréatique qui est située en gros à moins d'1,50 m de profondeur, si c'est à plus d'1,50 m de profondeur, le phénomène ne fonctionne plus de la même manière. Mais si c'est à moins d'1,50 m de profondeur, vous avez des remontées capillaires d'eau depuis la nappe en direction de la surface. Et qu'est-ce qui se passe en surface? C'est que l'eau s'évapore, mais le sel, lui, ne s'évapore pas. Et le sel s'accumule en faisant ces magnifiques inflorescences blanches que vous voyez ici. Et l'eau continue à monter, et lui, le sel s'accumule de plus en plus. Et on arrive à des sols qui sont stériles, et on arrive, en quelques années, c'est un phénomène qui peut être extrêmement rapide, à des sols sur lesquels il ne pousse strictement plus rien. Alors, on peut dire que c'est un peu une chance pour les sols, dans la mesure où, pour une fois, les économistes voient les conséquences d'une mauvaise gestion des sols. Ce qui se passe en général, c'est que les sols se dégradent tellement progressivement qu'on s'habitue, on ne le voit pas, quoi. C'est un phénomène insensible. Alors que la salinisation est quelque chose qui se passe en quelques années, et comme les financiers ont payé extrêmement cher pour irriguer les sols, du coup, ils voient les conséquences de mauvaise gestion des sols. Ça, c'est quelque chose qui est un bon exemple pour dire attention à la gestion des sols. Alors, pour lutter contre la salinisation des sols, la recette est connue depuis presque toujours. Il faut apporter plus d'eau que ce qui va partir par évaporation. Ce n'est pas difficile. Pour que le sel ne s'accumule pas, il faut qu'il y ait toujours une quantité d'eau salée qui parte en direction de la profondeur, où des drains vont évacuer cette eau salée en direction d'un endroit où elle ne peut pas faire de mal. Je ne vais pas développer ça parce que si on rejette ça dans les rivières, c'est des poissons qui boivent de l'eau salée. Ça pose aussi des problèmes. Mais bon, on pourra en reparler plus tard si vous le souhaitez. Mais l'idée générale, connue depuis toujours, c'est que pour que les sols ne salinissent pas, il faut apporter plus d'eau que ce qui est indispensable pour la plante, pour la croissance de la plante. La question actuelle, c'est qu'il y a de moins en moins d'eau agricole
Et du coup, les agriculteurs ont de plus en plus tendance à utiliser des eaux de mauvaise qualité. Comme ils n'ont pas assez d'eau, ils vont couper une eau de bonne qualité avec une eau de mauvaise qualité pour être juste à la limite où ça veut bien pousser. Et en apporter le minimum. Et du coup, quand c'est pas très bien géré, on arrive à des conséquences comme celles que vous voyez ici. Donc la gestion des périmètres irrigués est quelque chose de fondamental dans le futur. On sait le faire. C'est pas quelque chose qui est catastrophique, mais il faut le faire. Et ça coûte de l'argent parce que ça veut dire qu'il faut apporter plus d'eau que le strict minimum. Il faut avoir des canaux de drainage qui soient encore en état de marche, qu'on n'a pas laissé se dégrader. Donc il faut s'en occuper. Mais c'est vital de s'en occuper. Maintenant, on va faire un petit tour en Amazonie parce que je vous ai parlé tout à l'heure qu'on voyait cette grosse tache rouge au niveau de l'Amazonie et que c'était un peu la zone où on voyait un développement de l'agriculture possible. Donc on va parler des propriétés, uniquement des propriétés physiques des sols d'Amazonie. Alors d'abord, comme information, parce que je me suis aperçu que beaucoup de gens n'avaient pas ça dans la tête, j'ai été rechercher la production annuelle de biomasse d'une forêt primaire, celle d'Amazonie, en fonction des publications de collègues qui travaillent actuellement. Une forêt produit à peu près 10 tonnes de biomasse, donc de biomasse sèche à l'hectare. J'ai trouvé 10 tonnes, 13 tonnes, donc je pense que quand on dit 10 tonnes, on n'est pas trop loin de la vérité. Si vous prenez un champ de blé en région parisienne, vous avez une production annuelle de 20 tonnes à l'hectare. Donc, vous voyez qu'une forêt, on a l'impression que c'est luxuriant, que ça produit énormément de biomasse. Oui, c'est pas mal, mais un champ de blé, ça fait quand même 2 fois mieux. Et on sait faire du maïs qui fait 4 fois mieux. Donc c'est un écosystème qui recycle, qui est très très efficace à recycler, mais qui ne produit pas énormément de biomasse chaque année. Alors, qu'est-ce qui se passe en Amazonie? C'est qu'on ouvre des routes. À partir des routes, vous avez les agriculteurs qui vont couper la forêt pour les transformer en champs ou plus fréquemment en prairies. Alors voilà ce qui se passe au bout de quelques années. Là, je vais vous parler très peu d'érosion. C'est un choix que j'ai fait de très peu vous parler d'érosion, parce que l'érosion, vous y êtes déjà sensibilisé et vous savez où trouver des informations. Donc je préfère vous parler de choses que vous ne connaissez pas, plutôt que de vous rabâcher des choses que vous savez déjà. En Amazonie, vous avez 2 types d'érosion. Quand vous avez des sols argileux, comme ce qui est à gauche, l'eau ruisselle entre les touffes de graminées, entraîne le sol à la surface, et vous voyez le sol qui va s'accumuler dans les bas-fonds ici. Mais ce n'est pas très spectaculaire. Par contre, quand vous avez des sols sableux, dont la structure est beaucoup moins stable, à ce moment-là, vous avez une érosion linéaire qui se met en place, avec des rigoles qui ici atteignent 3 mètres de profondeur. Alors, on va maintenant, à partir de ce constat, remonter aux causes. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Sous forêt, il y avait déjà du ruissellement. C'est des milieux où il pleut beaucoup, et sous forêt aussi, l'eau ruisselle, toute eau ne réussit pas à rentrer dans le sol. Mais le fait du défrichement a augmenté considérablement le ruissellement en surface. Alors comment ça s'est passé? Là, je vous ai donné la photo de 2 états de surface du sol, sous forêt et sous prairie. Vous voyez que sous forêt, vous avez des agrégats, et on peut facilement imaginer qu'il y a de la porosité entre les agrégats et que l'eau peut rentrer dans le sol assez facilement. Et vous avez ici les courbes de porosité. La porosité, c'est donc le pourcentage entre le volume occupé par l'air et le volume occupé par les solides. En vert, vous avez la forêt, où en surface, vous avez 55% de porosité. Sous prairie, vous descendez à 40% de porosité. C'est donc une diminution du volume poral par la mise en valeur. Et cette diminution affecte les 15 premiers centimètres du sol. Cette diminution de porosité, comme il y a moins de pores pour l'eau, l'eau circule beaucoup moins bien. Donc la conductivité hydraulique, qui mesure la capacité à l'eau de circuler dans le sol, vous voyez qu'elle a été divisée en gros par 10. Donc ce sont des sols dans lesquels l'eau circule beaucoup moins bien, et du coup, vous avez plus de ruissellement à surface qui déclenche l'érosion qu'on vient de voir. Alors maintenant, pourquoi est-ce que la porosité totale a tant diminué? Là, c'est lié en partie au pied des animaux, parce que si vous avez des prairies, c'est que vous mettez des animaux dessus. Donc les animaux, quand le sol est mouillé, ça vous tasse bien le sol. Et puis vous avez aussi le type de défrichement de la forêt.
dans tout le bassin amazonien, on défriche la forêt avec des engins qui pèsent plusieurs dizaines de tonnes. Alors, quelle est l'influence de ces engins sur le sol? Ici, je vous ai mis 2 photos prises au microscope polarisant. Sur celle-là, c'est le sol sous forêt, et ici, le sol sous culture. Ce qui est en jaune, ce sont tous les pores, et ce qui apparaît en blanc ici, ce sont les grains de quartz. Vous voyez que dans le sol sous forêt, il y a un certain nombre de pores, et que ces pores sont utilisés par les racines. C'est également dans ces pores que se trouve l'oxygène. C'est également dans ces pores que se développent les micro-organismes. Quand vous avez fait passer un engin de quelques dizaines de tonnes, vous arrivez à un sol comme ça, où toute la porosité, pratiquement, a disparu. Donc les racines ont beaucoup de mal à pénétrer dans un sol comme ça, et il n'y a plus d'habitat pour les micro-organismes. Donc vous avez perdu non seulement des capacités pour le sol à faire circuler l'eau, mais aussi plein de fonctions au niveau de la biodiversité. Alors, tout cet exposé sur ce qui se passe dans l'Amazonie pour vous montrer que les pratiques culturelles doivent être adaptées au sol. Ces engins de 30 tonnes, vous pouvez les mettre sur certains sols. Si vous avez des sols qui n'ont pas tendance à se tasser, vous les mettez, il n'y a aucun problème, vous n'aurez jamais une dégradation du sol comme ça. Mais si vous mettez ce type d'engin sur ce type de sol, vous allez directement à la catastrophe. Vous voyez donc la nécessité d'adapter les pratiques culturelles au type de sol. Alors, pour conclure sur l'Amazonie, l'Amazonie c'est clairement un enjeu de biodiversité. On a vu qu'il y avait des propriétés physiques limitantes. Je vous ai donné ici un coup de projecteur, mais c'est très général sur les sols amazoniens. Ce sont des sols qui présentent des propriétés physiques défavorables. Et je ne l'ai pas développé ici, mais il y a également des propriétés chimiques qui sont très défavorables, qui sont comparables à ceux dont je vais vous parler ensuite. Donc, dire que le futur de l'humanité repose en partie sur l'Amazonie, on peut en discuter, parce que c'est pas gagné, quoi, hein. Il y a ce problème de biodiversité, mais il y a aussi que peut-être qu'on ne va pas réussir à faire produire autant l'Amazonie que ce qu'on pourrait espérer. Maintenant, passons aux propriétés chimiques. Là, je vous ai pris aussi 2 exemples très typiques, bien qu'ils soient réels. Ils représentent très bien ce qui se passe. J'ai pris deux types de sols sableux, un sous climat tempéré, un sous climat tropical. Dans le programme, il y a bien marqué qu'il faut regarder en quoi la variabilité des sols au niveau mondial intervient sur le type de mise en valeur qu'on peut faire, hein, si je me souviens bien. Donc j'ai essayé de vous donner des éléments dans ce domaine-là. Si on prend un sol sableux de France, qui était sous forêt, il a été défriché en gros au Moyen-Âge, je crois, il y a 500 ans chez nous. Sous forêt, vous avez un pH qui est de l'ordre de 4. Eh bien, maintenant, sous culture, après 500 ans de culture, chez nous, les agriculteurs, le maintiennent à un pH de l'ordre de 6. Et ils le maintiennent à l'ordre de 6, tout simplement en apportant de la chaux. Ça ne se fait pas tout seul, et quand ils voient que le pH diminue, ils rapportent de la chaux de façon à avoir un pH qui soit toujours à peu près de 6, parce qu'ils savent que si ça diminue en dessous, leurs rendements vont diminuer. Le taux de matière organique, que je représente ici par le taux de carbone organique, qui sous forêt était de 0,5, il a plus que doublé sous culture. Et bien ça, c'est le résultat de centaines d'années d'apport de fumier, de rotation avec des prairies, qui a eu un effet vertueux. Et comme conséquence de tout ça, la capacité du sol à retenir les cations a été multipliée par 2. Maintenant, vous regardez ce qui se passe dans un sol sableux de région tropicale, en mise en valeur par des sociétés rurales traditionnelles. Sous forêt, pH de l'ordre de 5, sous culture, on est descendu à de l'ordre de 4. Et je vous ai dit tout à l'heure que quand on arrive à des pH comme ça, on commence à avoir des problèmes de toxicité luminique et de croissance des plantes. Le taux de matière organique a passé en gros de 1,5 à 0,5, donc a été diminué par 3. Et je dois insister sur le fait que cette diminution est très rapide. Dans les sols tropicaux, dans les 5 premières années après le défrichage d'une forêt, le taux de matière organique a été divisé par 2.
ce qui chez nous prendrait des dizaines d'années. En Afrique, dans les régions tropicales, c'est extrêmement rapide. Et la capacité à retenir les cations a donc été divisée par 3. Vous voyez donc, c'est aussi ce décalage entre nos systèmes où on a réussi, par le fait qu'on avait une agriculture riche, à remonter le potentiel des sols, alors que dans les régions tropicales, on a laissé s'écrouler le potentiel des sols. Alors, quelle est la raison de l'évolution de la capacité d'échange? Là, je vous parle un tout petit peu de chimie, mais pas trop. Résumé par ce graphe ici. Quand vous avez un pH élevé, quand je dis pH élevé, ça va être de l'ordre de 7, disons. Tout ce qui est marqué en jaune ici, ce sont toutes les charges négatives qui vont absorber les cations. Quand le pH va diminuer, eh bien vous aurez aussi une diminution de ces charges. Donc un sol, quand le pH est plus bas, va être capable de retenir moins d'éléments minéraux. Donc si vous apportez des engrais, si vous avez un sol qui est à bas pH, l'engrais va être moins retenu dans un sol à bas pH que dans un sol à haut pH. Alors qu'est-ce qui... Oui, deuxième chose, tout à l'heure je vous avais montré les chiffres pour la matière organique. Je vous rappelle, c'était 200 centimoles de charge par kilo de matière organique. Donc si vous avez un sol tropical dont le taux de matière organique s'effondre, la capacité à retenir les éléments minéraux va s'effondrer également. Alors si on combine ces deux évolutions sur ce graphe ici, où j'ai représenté l'évolution de la capacité d'échange en fonction du pH, voilà ce qui se passe entre une forêt primaire ici et une culture de thé, sachant que les deux sont adjacents dans le nord du Queensland. Vous savez, la région qui a été inondée il y a une quinzaine de jours. Si vous prenez sous forêt, on va être à peu près ici, donc une capacité d'échange de l'ordre de 5 milliéquivalents, centimoles, pardon, 5 centimoles par kilo de sol. La combinaison de la diminution du taux de matière organique et de l'acidification liée à la mise en culture, de 5, on va descendre à peu près à 1 centimole de charge par kilo. Et donc, dans les régions tropicales, la mise en valeur vous diminue considérablement la capacité du sol à retenir les éléments fertilisants. Alors que chez nous, on a des types d'argile dont la capacité à retenir les cations varie très peu avec le pH. Et en plus, on a vu que le niveau était plus élevé. Donc on a la chance d'avoir des sols où même si le pH diminue, eh ben, on va toujours garder une capacité à retenir les éléments minéraux beaucoup plus élevée. Alors, maintenant, voyons comment on va les gérer, ces éléments minéraux. Il faut bien voir que quand on gère les éléments minéraux, il y a deux cas de figure. Le cas de figure où on est comme chez nous, on a déjà des sols qui ont une bonne fertilité, où on est dans une phase d'entretien. Et puis il y a l'autre cas de figure où on a des sols où il y a des gros problèmes, où il faut déjà faire un redressement, une correction des toxicités et des carences. Alors dans le premier cas, mais il faut réussir à remonter le niveau des éléments minéraux disponibles pour les plantes de façon à obtenir une production agricole satisfaisante. Et dans le cas des sols tropicaux qui sont peu productifs, les agriculteurs actuels n'ont pas les capacités financières de payer ce qu'on appelle la recapitalisation ou la réhabilitation de ces sols. Donc si on veut réussir à augmenter la productivité de ces sols, il faudra un jour ou l'autre que quelqu'un paye pour remonter cette fertilité minérale. Et c'est actuellement un gros enjeu parce qu'on ne trouve pas beaucoup de généreux donateurs pour donner de l'argent. Oui, aussi, je vais y arriver, hein. Pas de problème. Deuxième chose, quand on a des sols qui sont déjà assez fertiles, il faut entretenir la fertilité. Alors, finalement, s'il n'y avait qu'une chose à retenir de tout ce que je vous ai raconté, c'est peut-être cette figure-là, qui vous donne ce qui se passe dans un sol au niveau des éléments minéraux. Les éléments minéraux quittent le sol par ce que vous produisez, les grains, le foin que vous allez retirer des parcelles, quittent le sol par l'érosion, quittent le sol par lixiviation, là il y a marqué par erreur lessivage, et puis aussi vous avez une certaine partie d'éléments minéraux que vous apportez qui va être camouflé dans le sol, selon des processus sur lesquels je ne vais pas m'appesantir ici. Mais vous voyez que les apports que vous devez faire ici doivent compenser toutes ces pertes, sinon vous utilisez le sol comme une mine. Et comme une mine, au bout d'un moment, eh bien, il n'y aura plus rien.
Alors, comment apporter ça? Ben, on peut l'apporter sous forme minérale, on peut l'apporter sous forme organique. Si vous êtes en bio, ben, vous l'apportez sous forme organique. Si vous n'êtes pas en bio, vous l'apportez sous forme minérale. Vu du point de vue de la racine, ça n'a aucune importance. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut apporter des éléments minéraux pour maintenir suffisamment d'éléments nutritifs pour la plante. Et vous avez vu que quand vous avez des sols tropicaux qui retiennent très mal les éléments minéraux, ben vous allez être obligé de faire des apports fractionnés. Si vous faites comme chez nous, que vous apportez un gros paquet d'une seule fois, comme le sol n'est pas capable de retenir, ben tout va fiche le camp. Donc vous êtes obligé de beaucoup plus fractionner dans les régions tropicales que chez nous. Et évidemment, un engrais n'a rien à voir avec un pesticide. Un pesticide a pour objectif de tuer une cible, alors qu'un engrais a pour objectif de créer plus de richesse. Donc il ne faut pas mettre dans la même boîte les deux. C'est absolument fondamental de mettre ça dans la tête des élèves, parce que beaucoup font la confusion entre pesticides et engrais, du fait que l'agriculture bio en France interdit l'utilisation des engrais produits par l'industrie chimique. Du coup, ils font l'amalgame entre pesticides et engrais. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut réussir à casser. Je vais vous parler un tout petit peu de la biodiversité, mais pas trop, parce que ce matin, Marc-André Sellos vous en a parlé. Dans les milieux naturels, vous avez beaucoup de micro-organismes qui vivent en symbiose avec les racines. Ici, je vous ai mis une photo d'un pin parasol qui vit en symbiose avec un champignon, vous voyez, qui multiplie par une surface considérable le volume d'exploration. Il rapporte des éléments minéraux à la racine. Mais l'inconvénient, c'est que on ne réussit pas à les gérer, ces éléments minéraux, ces organismes du sol. Il y en a des milliards, il y en a une biodiversité extraordinaire. On peut les constater qu'ils sont là, mais pour le moment, on n'a pas encore réussi à les manipuler. Et ça, c'est un enjeu fondamental dans les années qui viennent, de réussir à mieux manipuler ces micro-organismes. C'est ce que je cherche à faire à l'agriculture biologique et toutes les techniques d'intensification écologique dont Marc-André Sellos vous a parlé un peu ce matin. Vous a parlé de micro-organismes qui sont capables de fixer l'azote et qui vivent dans la rhizosphère des racines. Si on réussissait à favoriser le développement de ces micro-organismes, ça éviterait d'apporter des engrais azotés. Donc il faudrait qu'on réussisse à manipuler ces micro-organismes. Mais pour le moment, on ne sait pas encore faire. Ce qu'on sait faire par contre, c'est faire des rotations avec des plantes et qui vivent en symbiose avec des rhizobiomes. Le rhizobiome étant capable de fixer l'azote de l'air pour le transformer sous forme d'azote organique. Et ça, c'est une manière d'éviter d'apporter des produits azotés au sol. Et ça deviendra de plus en plus important, étant donné que les engrais azotés sont directement liés au prix du pétrole. Parce que dans les engrais azotés, on trouve de l'azote de l'air transformé en forme minérale par de l'énergie. Donc, c'est lié au gaz. Si le prix du gaz augmente, le prix de l'engrais azoté augmente. Dans 10 ans, quand on aura le prix de l'essence à 10 €, on aura le prix de l'engrais azoté qui sera multiplié par 10 ou par 100. Donc il faut réussir à surmonter ça. Et ces plantes sont l'espoir de l'après-pétrole. Et très certainement qu'on verra revenir des rotations avec des fabacées, le nouveau nom pour les légumineuses, dans un avenir que vous verrez. En guise de conclusion, qui est plutôt un résumé de tout ce que je vous ai dit, l'accroissement des besoins dans les 40 ans qui viennent va produire une intensification de l'agriculture partout, va produire la mise en culture de nouveaux sols et va produire un développement considérable des échanges internationaux de produits alimentaires. Aucun doute là-dessus. Cette production va reposer pour la plus grande partie sur des sols. Les sols se renouvelant que extrêmement lentement, on n'a qu'une solution, c'est de réussir à les gérer de manière durable. Au niveau mondial, comme même au niveau local, mais ça je ne l'ai pas détaillé aujourd'hui, les sols sont très variables. Donc il faut réussir à concevoir des méthodes de gestion des sols qui soient adaptées aux différentes situations. Et là j'ai parlé uniquement des situations sols, mais il faut aussi parler des situations socio-économiques des populations qui en vivent. Il faut intégrer toutes ces choses-là, ce qui fait que tout de suite les problèmes deviennent complexes. Mais on ne pourra pas y échapper.
Il faut réussir à mettre en place des systèmes qui soient adaptables aux différentes situations. Fondamentalement, les sols tropicaux ne sont pas comme les sols tempérés pour un certain nombre de choses, et en particulier par leur type d'argile et par l'évolution du type de matière organique. Si on veut faire que des sols produisent plus, il faut réussir à faire en sorte que les plantes soient alimentées correctement, ce qui veut dire apporter des éléments minéraux. Si vous êtes bio, apportez-les sous forme organique. Si vous n'êtes pas bio, apportez-les sous forme d'engrais, mais apportez à manger aux plantes. Et ça, au niveau mondial, il faudra trouver moyen d'apporter des éléments minéraux suffisants pour augmenter la production, ce qui va être un défi majeur, en particulier au niveau économique. Et dernière chose, nécessité de mieux gérer la matière organique, mais ça c'est une introduction à l'exposé qui suit. Je ne le savais pas, mais ça tombe bien. Je vous ai dit que la matière organique était quelque chose d'extrêmement important par les éléments minéraux qu'elle contient, par sa capacité à tenir les éléments minéraux, mais par plein d'autres choses aussi, dont certainement vous entendrez parler plus tard. Donc la gestion de la matière organique est quelque chose de fondamental dans le futur. Et un des espoirs, c'est d'intégrer cette gestion de la matière organique dans les nouvelles techniques qu'on appelle d'intensification écologique, dont on pourra reparler ensuite si vous le souhaitez. Voilà. Merci beaucoup. J'aurais deux questions pour ma part. Une première qui concerne toute la partie exposée un petit peu sur la salinisation, où en fait, du coup, effectivement, se pose la question de la gestion qualitative et quantitative de l'eau par rapport aux exploitations agricoles. Et dans ce sens-là, effectivement, du coup, par rapport à l'exposé réalisé, j'ai du mal à voir quelles solutions vous envisagez par rapport à ça. Notamment, effectivement, si on sait qu'en France, on a un problème dans certaines régions qui concerne le développement des demandes d'agriculteurs en matière de grosses bassines, c'est pas la rétention le mot, mais bon, en gros, de grosses bassines d'eau pour pouvoir effectivement gérer l'irrigation et qui posent des gros problèmes écologiques par ailleurs. Et aussi, effectivement, la question par rapport à ça aussi des variétés qu'on cultive en France. C'est-à-dire, est-ce que c'est aussi une réflexion qu'il faut avoir dans un domaine scolaire, effectivement, de se dire, est-ce que le maïs, c'est la meilleure variété à cultiver en France? Est-ce qu'il y a d'autres variétés? Est-ce qu'il y a un travail à faire par rapport aux semences? Toutes ces questions-là, effectivement, par rapport à la salinisation et à la gestion de l'eau. Et puis, une autre question aussi par rapport aux engrais, c'est-à-dire qu'au-delà du choix de société que peut représenter engrais ou bio et de tous ces débats, moi, j'ai entendu pas mal de critiques par rapport aux engrais, puisqu'en fait, on va mettre un peu la plante sous perfusion et on ne va pas développer en fait cette rhizosphère qui est aussi une expression de la vie des sols et qui permet aussi d'augmenter la capacité de résilience à la fois de la plante et des sols. Et du coup, effectivement, par rapport à... Est-ce que l'engrais, effectivement, est quelque chose qui, au bout du compte, va vraiment, d'un point de vue scientifique, au-delà de ce que j'ai pu entendre, empêcher le développement des rhizosphères? Voilà. Bon, on a combien d'heures? Bon, première question, gestion de la salinisation, comment faire? En France, la salinisation, il n'y en a pratiquement pas, sauf en Camargue, où c'est un problème majeur. Alors, la manière dont on gère le sel en France, en Camargue, c'est qu'on dessale les sols en faisant du riz. La seule raison pour laquelle on fait du riz en France, c'est pour dessaler les sols. S'il n'y avait pas besoin de dessaler les sols, on ne ferait pas de riz. Parce que les agriculteurs ne gagnent pas leur vie en faisant du riz. Ils gagnent bien mieux leur vie en faisant du blé. Donc ils font autant de blé qu'ils peuvent, et quand le blé ne pousse plus, que les sols deviennent trop salés, ils remettent du riz. C'est comme ça qu'on gère la salinité en France. Maintenant, dans les pays moins favorisés que nous, la première chose à faire, c'est de changer les systèmes d'irrigation. Actuellement, on a tendance à irriguer beaucoup avec des systèmes par aspersion, ou bien alors carrément en recouvrant le sol d'une lame d'eau, qui est un système extraordinairement dépensier en quantité d'eau. Donc la première chose à faire, c'est de réussir à mettre en place des systèmes de type goutte à goutte. Parce que quand on a une goutte à goutte, le sol reste sec. À partir du moment où le sol est sec, il ne peut plus évaporer. Et on diminue considérablement la quantité d'eau qu'il faut apporter.
Mais ça nécessite des modifications qui ne sont pas toujours à la portée des agriculteurs qui ont des faibles revenus. Maintenant, au niveau des plantes, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur la résistance des plantes à la sécheresse. En particulier à Montpellier, il y a un laboratoire qui est spécialisé là-dedans. Je ne pense pas qu'on fera une avancée qui soit plus importante que celle qu'on peut faire en faisant des économies. Certainement qu'on aura de plus en plus des plantes qui résistent mieux, mais si on veut beaucoup développer la productivité, je ne pense pas que c'est dans cette voie-là qu'on va réussir à faire beaucoup d'économies sur l'eau. Ce n'est pas par la sélection variétale. Mais là, je sors de mon domaine de compétences. Si ça se trouve, je vous dis une grosse bêtise. Maintenant, pour tout ce qui est engrais et avantages et inconvénients de l'engrais, alors là, il y a beaucoup à dire. Quand même, la donnée de base, c'est qu'une plante qui n'a pas d'éléments minéraux n'est pas capable de pousser. Ça, c'est connu depuis Liebig, je crois que c'est 1840, quelque chose comme ça. Donc, s'il y a une carence à un niveau, la plante ne pourra pas pousser. Il faut donc réussir à lui apporter l'élément minéral qui est le plus limitant, au moins celui-là. Alors après, sous quelle forme? Sous forme organique ou sous forme minérale? Si on peut l'apporter sous forme organique, ça a plein d'avantages d'apporter les éléments minéraux sous forme organique. Parce que si on reste uniquement à l'aspect alimentation minérale, le gros avantage de l'organique, c'est que la libération d'éléments minéraux est progressif au cours de la saison. À mesure que les micro-organismes décomposent la matière organique, ces éléments minéraux sont mis à la disposition de la plante. Donc les éléments minéraux ne sont pas entraînés ni par ruissellement, ni par lixiviation. Donc ça, c'est vraiment très bien. La plante a mangé toute la saison. Alors quand vous apportez l'engrais en une seule fois, eh bien après, il y a des risques qui sont emportés par les pluies, qui ne sont pas là au moment nécessaire. Mais c'est très difficile à gérer. Si vous apportez les éléments minéraux sous forme organique, pour que la plante réussisse à les manger, il faut déjà que ces éléments soient libérés de la chaîne carbonée dans laquelle ils se trouvent. Or, on n'a pas réussi à dompter les micro-organismes du sol, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et ils décomposent la matière organique au rythme qui leur convient. Et on ne réussit pas à faire coïncider la vitesse de libération de ces éléments minéraux avec la dynamique de prélèvement par la plante cultivée. Ce qui fait que les agriculteurs actuellement qui utilisent de la fertilisation organique complémentent, s'ils ne sont pas en bio, qu'ils ont le droit de le faire, complémentent leur fertilisation organique par de la fertilisation minérale de façon à pourvoir ce gap entre l'offre et la demande. Voilà fondamentalement ce que je peux vous dire au niveau de l'avantage et de l'inconvénient des deux. Alors après, on peut s'ouvrir à toutes les conséquences environnementales de la fertilisation. En reprenant tout de suite la grande différence qu'il y a entre les agricultures des pays riches, où on a à gérer l'excès ou les déséquilibres, avec tous les problèmes de pollution des rivières par soit l'azote, soit le phosphore, et tout le monde des pays sous-développés où le problème majeur, c'est la carence absolue de tout. Donc là, on a deux mondes différents. Alors chez nous, effectivement, il y a des gros problèmes de gestion des éléments minéraux, et fondamentalement, la raison est que le rêve de tout agriculteur est d'avoir un champ dans lequel il y a suffisamment d'éléments minéraux pour que la plante pousse sans contrainte. Mais le rêve de tout pêcheur qui, lui, vit au contact du champ, est d'avoir une rivière dans laquelle il y a le moins possible d'éléments minéraux. Vous avez donc l'idéal de l'un qui n'est pas du tout l'idéal de l'autre. Et le problème, c'est qu'entre les deux, il y a des fuites. Il y a l'eau qui passe entre le champ cultivé et la rivière. Et tout l'enjeu est de réussir à gérer le champ cultivé de façon à ce qu'il y ait suffisamment d'éléments minéraux pour que ça pousse bien, mais qu'il y ait le moins possible de fuite par circulation dans le sol ou par la surface, de façon à ce que ça n'atteigne pas les cours d'eau. Et c'est ça qu'il faut réussir à gérer dans le futur. Mais on n'a pas le choix, on sera toujours obligé d'apporter des éléments minéraux pour faire pousser les plantes, et il faudra en apporter de plus en plus, parce qu'on aura besoin de plus en plus de plantes.
Et donc on sera contraint toujours à gérer cette opposition entre les terres cultivées, où on veut que ce soit le plus riche possible, et les cours d'eau qu'on souhaite les plus pauvres possibles. Oui. Quelles sont ces méthodes, en deux mots, des méthodes d'intensification écologique? Alors l'idée fondamentale qu'il y a derrière, c'est que des écosystèmes possèdent des fonctions à l'état naturel qui sont mal utilisées par l'agriculture telle qu'elle existe actuellement. Et donc si on réussit à mieux utiliser ce qui existe déjà dans la nature, on aura moins besoin d'intervenir soit par des intrants, soit par des techniques culturales. Alors ça passe par des techniques de culture sans labour. On ne va pas labourer le sol, on va juste planter directement à travers la culture précédente. Ça passe par la présence de plantes qu'on laisse à la surface du sol pour éviter l'évaporation du sol. Mais ça passe aussi par l'utilisation de l'association de plantes. Ce matin, Marc-André Sellos vous a parlé de plantes qui favorisent le développement de certains pathogènes. Il y a aussi d'autres plantes qui produisent des substances chimiques qui sont toxiques pour les autres plantes, ce qu'on appelle l'allélopathie. Vous avez une plante, du coup, autour d'elle, rien ne va pousser. Si on réussit à mieux gérer ces choses-là, ça évite d'utiliser des herbicides. Donc, l'idée, c'est d'améliorer notre connaissance du fonctionnement des écosystèmes naturels, de façon à utiliser cette connaissance pour faire produire plus aux écosystèmes cultivés, en mettant moins d'énergie et en mettant moins d'engrais et de produits de traitement. Mais par rapport à l'agriculture biologique où on s'interdit les produits de synthèse, l'intensification écologique ne se l'interdit pas. Ils disent on essaye d'utiliser au mieux ce que la nature nous donne, et si on n'y arrive pas, on n'utilise que l'industrie nous donne. Justement, à ce propos, j'ai une petite question. Il y a eu un coup de projecteur assez récent sur certaines pratiques agricoles qui ont été redécouvertes dans le bassin amazonien, notamment l'utilisation de charbon de bois ou l'utilisation de petits champs suspendus en butte qui concentraient localement certains organismes du sol et permettaient d'envisager une gestion durable. Alors, est-ce que c'est juste des choses très anecdotiques, très ponctuelles, ou est-ce qu'on pourrait imaginer que toute ou partie de ces techniques puissent être réinvesties à grande échelle dans le cadre d'une gestion durable? Je suis mal placé pour vous en parler parce que je connais mal le problème. C'est ce qu'on appelle la terra preta des Indiens amazoniens. Là, je vais vous donner. Alors, là, c'est plus une information objective, c'est du subjectif en fonction de mon vécu et ce que j'ai entendu. Ces sols-là sont des sols où il y a eu une utilisation ancienne par les Indiens qui ont accumulé non seulement des charbons de bois, mais également des substances fertilisantes parce qu'ils ont cultivé ces sols. Donc, ils ont construit un certain potentiel de production qui se retrouve des centaines d'années plus tard. Et en France, on trouve ça aussi. Des sols qui ont été cultivés il y a 500 ans, on voit encore, au milieu des forêts, des zones qui ont été cultivées. L'histoire se retrouve. Par contre, la possibilité de faire, finalement, ce qu'on peut appeler des jardins d'Indiens partout en Amazonie, ça, à mon sens, c'est complètement illusoire. Mais je vais sur le point des pieds, car je ne suis pas compétent dans le domaine.